Espérance conservée, c'est tout de suite. La matinale RCF, le grand invité. Jeunes Français, vous qui n'étiez hier encore que l'enfance de mon pays, une crise sans précédent vous pousse désormais au premier rang. Mes enfants, j'ai entrepris de vous parler comme à des hommes. Entre le désastre et nous, il n'y a plus que votre jeune honneur. Tenez bon, tenez ferme, soyez fidèles. Ces mots, ce sont ceux de Bernanos. Dans le chemin de la croisée des âmes, nous sommes en septembre 1941. La France n'est plus que l'ombre d'elle-même, occupée, dévastée, défigurée. Ces mots, notre invité aujourd'hui aurait pu les écrire. Il a occupé les plus hautes fonctions au sein des armées françaises. Le général Pierre de Villiers publie un recueil de lettres à la jeunesse. Ça s'appelle Parole d'honneur. C'est empreint d'humanité, de vérité et de soif de transmettre. Bonjour mon général. Bonjour monsieur. Général Pierre de Villiers, vous avez été le plus haut gradé de l'armée française en tant que chef d'état-major des armées. Avant de revenir sur ce recueil, on s'arrête un instant sur cette actualité incessante en Ukraine. On n'a toujours pas l'impression de comprendre ce conflit. Ces derniers jours, on a assisté à ce qui semble une retraite des forces de Vladimir Poutine. C'est au stratège militaire que j'ai envie de m'adresser ce matin. Est-ce qu'on sous-estime l'adversaire russe ? Ce qui est sûr, c'est que les Russes se sont trompés dans leur évaluation initiale et que lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine le 24 février, ils pensaient que ce serait pour eux sans difficulté et qu'en quelques jours, le président Zelensky serait parti. Ils auraient pu le remplacer avec un président à leur botte, comme ça se passe en Biélorussie. Ils se sont trompés parce qu'ils ont sous-évalué la capacité de résistance de l'armée ukrainienne, du peuple ukrainien, et ils ont aussi sous-évalué la capacité du camp occidental à aider l'Ukraine. Et puis, comme toujours dans ces cas-là, ils ont surévalué leurs moyens militaires. Et justement, vous dites sous-évaluer de la part des Russes. Ceux qui sous-évaluent aussi leurs forces, vous estimez que c'est la France qui, vous le dites, est insuffisamment préparée pour des conflits de haute intensité. Ça a même été la source de votre départ en juillet 2017. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France ? C'est-à-dire qu'à la chute du mur de Berlin en 1989, on a considéré que la fin du monde bipolaire, c'était la fin d'une guerre de haute intensité, à l'époque face au pacte de Varsovie, et qu'il fallait construire un outil de défense, de projection de force, de puissance à l'extérieur, ce que nous avons fait ces 20 dernières années au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs partout dans le monde. En réalité, nous avons perdu ce savoir-faire de la défense opérationnelle du territoire, de nos points sensibles, et cette capacité d'avoir des engagements durs, mais surtout très longs. Regardez les consommations de munitions, en particulier de missiles de croisière, d'artillerie, de drones. Regardez les problèmes logistiques que les Russes ont eus dès qu'il y a de l'élongation géographique sur le terrain. Nous ne sommes plus capables de faire ça avec l'armée française. Je rappelle qu'entre 2008 et 2015, nous avons supprimé 50 000 postes, soit 25% des effectifs. Pour faire cette guerre, il faut des effectifs, il faut des équipements, il faut une grosse logistique. Vous dites suppression d'effectifs. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont prêts à s'engager pour la France ? Parce que certes, on supprime les effectifs, mais on a l'impression aussi, et vous le dites dans votre livre Parole d'honneur, qu'il y a un peu une altération de la volonté de s'engager. Est-ce qu'il y a encore des gens capables de s'engager jusqu'au sacrifice suprême ? Alors déjà, il y a 25 000 jeunes par an qui rentrent dans l'armée tous les ans. C'est quand même remarquable, 25 000 jeunes qui sont une représentation parfaite de la société. Il y a des diplômés, il y a des non-diplômés, il y a des paumés, il y a des gars des cités, il y a des filles des milieux ruraux. Vraiment dans la diversité de la population, 25 000 sur une classe d'âge qui est 800 000. Ensuite, moi, je vois dans tous mes déplacements, puisque je m'occupe beaucoup de la jeunesse, je vois beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager. Et on leur parle trop souvent, finalement, d'idéologie, quand eux, ils veulent des idéaux. On leur parle de procédures, de processus, de gains de productivité. Eux, ils veulent de la raison d'être, ils veulent du sens. Non, moi, je crois que cette jeunesse, et c'est pour ça que j'ai repris ma plume pour leur écrire, pour écrire à tous ces jeunes, je crois qu'ils ont besoin de ce supplément d'âme, de ces tripes, et qu'on leur apprenne un peu et c'est le but de mon dernier chapitre, à aimer leur pays, à aimer la France. Justement, aimer la France, patriotisme, patrie, nation, on a un peu l'impression que ces mots, ces expressions sont confisqués aujourd'hui par une partie de la classe politique. Est-ce que c'est un problème ? Oui, de la même manière que l'écologie est confisquée, le social est confisqué, l'économie est confisquée.
on a une forme de démocratie parfois un peu clientéliste. Et moi, je crois que la France appartient à tout le monde et que les jeunes Français ont besoin qu'on leur parle de leur pays. Quand je vois le drapeau qui passe devant les troupes au bout d'un mois, les jeunes qui sont formés le premier mois et qui voient passer ce drapeau avec marqué « Honneur et patrie », c'est la cohorte de tous ceux qui les ont précédés qui passent. Et c'est bien cela qu'ils ont dans la tête à ce moment-là. Ils sont le fil de l'histoire de France. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire avec toute la jeunesse de France. Ce n'est ni du nationalisme, ni du repli sur soi. C'est simplement l'amour de son pays, l'amour de sa patrie, la terre des pères. Justement, la terre des pères suppose aussi une fraternité. S'il y a une paternité, il y a aussi une fraternité. Elle est constitutive de notre République. Elle est très présente dans les armées, la fraternité. Et pourtant, la société française semble de plus en plus divisée, archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. Comment pourrait-on retrouver de la fraternité ? Vous avez raison. Moi, je suis inquiet par toutes ces fractures. Fractures intergénérationnelles, fractures géographiques, fractures économiques, fractures sociales. Et vous avez raison d'évoquer le livre de Jérôme Fourquet, qui est un tournant, parce qu'il est incontestable dans son constat objectif. Bien, l'armée a conservé cette fraternité. J'ai trouvé ici une famille. Je sais qu'ici, on me respecte. C'est un nouveau départ pour moi. J'ai souvent entendu ça, et j'entends ça encore régulièrement chez les jeunes que je vois. Non, je crois que cette fraternité, c'est pas simplement un mot qui illustre notre République. La fraternité se pratique au quotidien. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens seuls. Ils sont solidaires, mais ils sont très solitaires. Il faut retrouver ce sens de la fraternité. Au début de l'interview, on parlait des menaces qui tournent autour de la France, qui ciblent la France, des menaces extérieures. Il y a des menaces extraterritoriales, il y a aussi des menaces intraterritoriales. Il y a beaucoup de violences. Je pense à ce qui peut se passer en Guadeloupe ou aujourd'hui à Mayotte. Comment est-ce qu'on traite ces violences et comment justement de ces violences on arrive à passer à la fraternité ? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire cette violence. La société est d'une violence inouïe. Vous savez, moi je suis pour la force, parce que seule la force fait reculer la violence. Mais la violence est partout. Quand vous êtes dans la rue, à Paris, vous voyez bien l'agressivité des gens. Avant, il y avait des bagarres à coups de poing. Aujourd'hui, les bagarres sont à coups de marteau ou de couteau. On égorge, on pille, on viole sur notre propre territoire. Et quelles que soient les statistiques, ce n'est pas une perception de la population de cette violence, c'est une violence réelle. Et moi, je suis un homme de paix parce que je connais les dérives de la violence, je sais ce que c'est que la guerre, et je suis un homme de paix, un pacifique, comme tous les militaires. Et le seul État durable, celui qu'il faut rechercher, c'est la paix. Et cette fameuse fraternité, ce n'est pas du pacifisme, c'est simplement être pacifique. La violence, elle est aussi présente chez les jeunes. Vous estimez que c'est en partie lié à une crise de l'autorité. Vous y revenez dans ce livre Parole d'honneur. Quelle forme doit prendre ce regain d'autorité que vous appelez de vos voeux ? Oui, l'obéissance ne va plus de soi. Il y a une vraie crise d'autorité. Il y a une défiance totale vis-à-vis de toute forme d'autorité. Plus personne n'est respecté aujourd'hui. On parle sans arrêt des droits, on parle très rarement des devoirs. Moi, je suis un homme d'ordre parce que l'ordre, c'est ce qui permet de vivre en harmonie dans une communauté nationale. Cette communauté de valeurs qui nous réunit, les hommes et femmes qui habitent ce beau pays, la France. Donc cet ordre, cette fermeté, cette rigueur, elle est nécessaire. Mais elle doit aussi s'accompagner d'une humanité. Parce que nous avons perdu ce sens de l'humanité, cet amour des autres qui pourtant était le socle de notre civilisation judéo-chrétienne. On a l'impression aussi que cette crise de l'autorité, elle est liée au fait qu'on n'a plus confiance dans son chef, parce qu'on sait notre chef, il est faillible, il a ses limites. Comment faire confiance ? Comment être obéissant à un chef qu'on sait parfois fragile ? Mais c'est un dialogue entre le chef et ses équipes. L'obéissance d'amitié, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. L'ordre est exécuté avant d'avoir été donné. C'est ça, le bon dirigeant, finalement. C'est ça qu'il faut essayer d'être quand on est dirigeant. Et puis, quand on obéit, il faut faire confiance à son chef, pas parce qu'il est le chef, mais parce que on apprécie cet homme-là, cette femme-là, qui s'occupe de moi, qui nous guide, et que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être chef. Cette confiance en soi, cette confiance dans l'autre, c'est le premier pilier, la première boussole que je recommande, le premier point d'ancrage. La confiance, c'est le carburant de l'autorité. Crise de l'autorité, crise aussi de la transmission.
Qu'est-ce qu'on veut encore transmettre dans notre société? Qu'est-ce qu'on a encore à transmettre? On a l'impression que plus ça va, moins on a envie de transmettre parce qu'on a l'impression que tout se délite. Oui, la transmission est un sujet majeur de notre société. On a perdu le fil de l'histoire, le fil de cette transmission intergénérationnelle. On gagnerait à réfléchir à cette dimension intergénérationnelle. Vous savez, je soutiens un projet à Laval, le projet Saint-Julien, où dans un ancien hôpital, on réunit à la fois des jeunes depuis le premier âge, puis des collégiens, des lycéens, avec une maison de retraite au milieu, une maison de santé, un bar à la française, un lieu de rencontre entre les anciens qui iront aider les jeunes et les jeunes qui iront s'occuper des anciens. Je crois qu'il faut retrouver ce sens de la solidarité intergénérationnelle. Dans l'armée, quelqu'un qui rentre, le jeune, il est toujours parrainé par un plus ancien. Il y a cette espèce de lien viscéral. Tu es ici parce que ce régiment, ce bateau, cette base aérienne a une histoire et d'autres personnes avant toi ont construit cet édifice. J'ai envie de terminer cette interview avec une note d'espérance quand même, parce qu'on a parlé menaces, on a parlé crise. Nos auditeurs ont sans doute en tête cette phrase de Bernanos que vous citez dans votre livre, « La plus haute forme de l'espérance et le désespoir surmonté ». En plus, comme ça, on va commencer et terminer cette interview avec Bernanos. Dans votre livre, vous parlez d'un monde sous pression, en crise, on voit tous ces conflits, toutes ces menaces. Quelle est votre espérance, Pierre de Villiers? Peggy disait... Il faut dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut surtout voir ce que l'on voit. Donc le constat, effectivement, il faut le faire, mais derrière le constat, il ne faut pas être désespéré. Les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. C'est ce que j'écris dans mon livre, je crois beaucoup à ça. Et il faut garder cette espérance. Regardez ce pays que nous incarnons. Moi, je vois des pépites du génie français tous les jours dans chacun de mes déplacements. Je suis à peu près 2 jours par semaine en déplacement dans toute la France. Nous avons des entreprises magnifiques, des ingénieurs, nous avons une gastronomie, nous avons une langue, nous avons ce fameux génie français auquel je crois. La France a une vocation particulière dans le monde. Il faut en parler comme ça à nos jeunes. Les jeunes attendent cet élan d'espérance, qu'on leur parle avec authenticité, en restant exemplaire pour être crédible, mais avec les tripes, avec le cœur, avec ce supplément d'âme qu'ils attendent, pas simplement avec la seule intelligence. Est-ce que vous pensez qu'on manque d'exemples? Peut-être dernière question, est-ce qu'on manque de figures aussi? Nous les jeunes, je m'inclus dedans, hein, j'ai 27 ans, est-ce qu'on manque d'exemples à suivre aujourd'hui? Vous êtes pile poil dans la cible de mon livre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on parle d'un héros, déjà on est parfois caricaturé. On manque de héros, bien sûr. Pour tirer vers le haut, il faut des exemples. Moi, mes exemples, ce sont des gens d'unité. Clémenceau, qui a construit cette unité nationale, Delattre, l'amalgame, Leclerc, le sermon de Coufra, plus proche de nous, le général de Gaulle. Je crois qu'il faut des exemples dans la vie. Et puis, quand je vais puiser un peu plus loin dans l'histoire, Jeanne d'Arc, bien sûr. Et si possible, ces exemples, il faut les garder à l'esprit durant toute sa vie, parce que c'est ces exemples de gens qui sont morts avant nous, qui ont donné leur vie parfois pour notre pays, qui doivent nous tirer dans les moments de difficulté. Parfois, les emmerdes volent par escadrille, disait Chirac, il a raison. Et ben, c'est dans ces moments-là qu'il faut aller retrouver ces héros, ces exemples, pour se dire, bon, finalement, c'est pas si grave que ça, gardons la petite flamme de l'espérance de Peggy. Merci beaucoup, Général Pierre de Villiers, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCF. Vous publiez Parole d'honneur, c'est chez Fayard, un brillant recueil de lettres à la jeunesse. Merci pour vos mots d'espérance et de fraternité ce matin. Merci pour cette excellente interview.